à la paranoïa. Voici le commentaire de Sarah Sharif. Le rejet de l'islam ou l'islamophobie n'est pas un concept nouveau, mais les événements qui ont marqué le monde ces dernières années ont fait que l'image de la religion musulmane s'est considérablement ternie à travers le monde et de manière très injuste. D'ailleurs, le terme islamophobie est entré dans le vocabulaire courant à la suite des attentats du 11 septembre 2001 revendiqués par l'organisation terroriste Al-Qaïda. La guerre menée par les Américains d'abord en Afghanistan et puis en Irak a permis à l'administration américaine de se trouver un nouvel ogre, un nouvel ennemi, en l'occurrence l'islam radical ou le péril vert. En gros, il s'agissait pour les néoconservateurs américains de nouvelles croisades qui opposeraient l'Occident à l'islam. Plus de 10 ans plus tard, on se rend compte que l'intervention américaine n'a fait qu'empirer les choses. Les organisations terroristes sont nombreuses et l'islam radical gagne du terrain au Moyen-Orient et en Libye. Sur le terrain, c'est le bourbier et les idées sont brouillées. Les amalgames entre musulmans, islamistes et terroristes sont de plus en plus fréquents. Les réseaux sociaux et plus globalement Internet font circuler les informations quasi instantanément sans en vérifier la provenance. Certains médias, mais aussi des politiques, souvent de l'extrême droite, ont également été responsables de la montée de l'islamophobie en Europe et notamment en France. Toutes les dérives sectaires, radicales, violentes sont à dénoncer. Simplement, en France, on dénonce beaucoup plus facilement la radicalisation islamique, en l'occurrence, plutôt que d'autres formes de radicalisation. Lorsqu'il s'agit de l'islam, il va y avoir une hypertrophie de la violence, une hypertrophie du discours médiatique spécifiquement ciblé sur cette communauté. Et c'est ça qui pose problème. La violence, de toute manière, il faut la dénoncer. Sauf que je vois mal une chaîne nationale, par exemple, faire une journée spéciale sur le radicalisme corse. Alors qu'on va voir, comme dans la une des journaux ou dans des journées spéciales ou des émissions spéciales, énormément de discours sur le radicalisme islamique. Malgré son originalité, la campagne contre l'islamophobie lancée par le CCIF n'a pas soulevé les débats nécessaires auprès d'une France qui ne se préoccupe pas sérieusement de l'éradiquer. En 2012, par exemple, les discours politiques ont indéniablement favorisé la banalisation de l'islamophobie qui a connu encore une forte progression en cette année dans ce pays. Selon un premier bilan de l'Observatoire contre l'islamophobie du Conseil français du culte musulman, les actes islamophobes ont augmenté de 42% sur les 10 premiers mois de 2012. Films anti-islam, caricatures, agressions. 2012, c'est aussi l'affaire Mohamed Merrah qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Une affaire qui a blessé toute une communauté et qui a ravivé les craintes des musulmans de France d'être à nouveau assimilés à des actes que l'islam interdit. Et il ne se passe plus une semaine sans qu'il y ait dans les sociétés européennes des actes islamophobes dénoncés donc par les membres de la communauté musulmane dans ces pays. On en parle ce soir donc avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. D'abord, Monseigneur Badr Ghaleb, vous êtes archevêque d'Alger. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Boualem Djouri, vous êtes donc enseignant à l'université de Béjaïa, spécialiste des sciences islamiques et vous collaborez aussi avec le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Belkacem Mestfaoui, vous êtes sociologue des médias et donc professeur à professeur à l'école de journalisme d'Alger. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Alors, je pense que le constat global peut se faire ainsi. On est passé sensiblement d'un racisme culturel, de race, vers un racisme culturel. Aujourd'hui, comment expliquer ce glissement? Comment vous l'expliquez, vous, Monseigneur Badr Ghaleb? Donner une explication, je ne saurais pas le faire, mais globalement, disons. Ce que je voudrais dire, que personne ne peut être persécuté ou condamné à partir de ses convictions religieuses ou de sa religion. Et donc, le principe pour moi, c'est que la religion, les convictions religieuses des personnes sont absolument à respecter. Même si on ne les partage pas, même si ils ne nous plaisent pas, si vous voulez, ils sont à respecter tant qu'elles ne respectent l'ordre public. Tout le reste, c'est la liberté personnelle, c'est le domaine de la personne où il doit avoir toute la liberté d'avoir les convictions religieuses. Et dans ce sens, si jamais
tout le monde accepte que chacun est libre d'avoir ses convictions religieuses, même différentes des miennes ou des nôtres, il est à respecter. On n'arriverait jamais à des phénomènes comme celui dont nous traitons aujourd'hui. Monseigneur Badr Al-Absa, c'est dans le principe, sur le principe, nous sommes tout à fait d'accord que la liberté de conscience reste, normalement, devrait être de mise, mais aujourd'hui, nous observons tout de même un phénomène de rejet de l'islam dans de nombreuses capitales, enfin de nombreux pays européens. Ma question était comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez observé ce phénomène? Comment a-t-il évolué selon vous, ces dernières années en tout cas? Bon, moi je dirais, si vous voulez, si on est arrivé à ce point, c'est qu'il y a des gaffes, soit dans le concret, soit aussi de la part de certains groupes ou de certains individus. Et les gens ne sont pas capables de distinguer entre ce qui est le vrai islam et entre ce que font certains groupes d'extrémistes ou certaines personnes qui adhèrent à ces groupes extrémistes. Et donc, la raison profonde de tout cela, je crois, il y a l'amalgame entre la religion et les comportements de certains groupes extrémistes, et il y a la confusion entre la vraie religion et comment se comportent les comportements de ces groupes. Et c'est pourquoi l'importance du principe que je disais, il faut accepter, et si tout le monde accepte ce principe, que les religions sont à respecter, on ne peut jamais manquer de respect à quelqu'un à cause de ses convictions religieuses. Madame Djouri. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous sommes adeptes d'une religion déjà monothéiste à l'origine, qui respecte toutes les convictions religieuses qui l'ont précédée, surtout parlant c'est-à-dire du christianisme ou du judaïsme. Parlons du judaïsme ou du christianisme, nous étions inscrits dans cette continuité de révélation et nous avons accepté, de par les textes coraniques et de par les textes des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons accepté la coexistence et la cohabitation entre islam et autres religions monothéistes à l'origine. Et d'ailleurs, la nation qu'a bâtie le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir immigré à Médine était une nation de citoyenneté. Où le juif et peut-être le chrétien, même les autres, c'est-à-dire les autres convictions, ont été admises c'est-à-dire à exister avec l'islam. Coexister donc à coexister. On va juste revenir rapidement à ma question, parce que nous avons avec nous à partir de Paris le président de l'Observatoire de l'islamophobie. Juste pour revenir à ma question en deux mots, Monsieur Djouri, est-ce qu'il y a aujourd'hui selon vous une islamophobie ambiante dans les pays européens? Bien sûr, c'est constatable. Et puis voir les mass médias, voir les médias, voir tout ce qui s'est passé par les profanations des cimetières, la profanation de quelques mosquées, les insultes, les injures écrites sur les murs concernant l'islam. Et ce discours aussi véhiculé par surtout... Non, ce n'est pas des actes mineurs, c'est quelque chose qui est visuel. C'est une tension qui prime aujourd'hui et qui existe entre la communauté musulmane qui vit en Europe et le reste, c'est-à-dire des autorités beaucoup plus et des instances beaucoup plus médiatiques. Monsieur Mesfaoui, un mot sur ça et on passe à Abdallah Zekri qui nous attend à partir de Paris. Le plus concis. L'émission, son intitulé, c'est Sur le fil. Il y a une make monde, c'est le monde. Cette mondialisation de la communication via Internet singulièrement démultiplie tous les champs de possibles, d'émettre et de recevoir. Il y a le meilleur, il y a le pire.
des messages, tous les messages d'humanité, tous les messages de déshumanisation. Entre, bien entendu, heureusement, il y a des messages qui tendent vers l'éducation des citoyens du monde à la spiritualité. Je dis bien spiritualité, et je suis énormément enchanté, j'allais dire, que Monseigneur Ghallab soit parmi nous, pour dire qu'effectivement, tous les êtres humains qui naissent dans le monde ont droit à la spiritualité. Ils ont libre choix. De quelle spiritualité ? Et c'est comment faire justement pour que, parce que l'un des fondements de notre émission, n'est-ce pas, c'est comment les médias mondes via Internet démultiplient. C'est ce glissement sémantique que vous aviez dit, Siham Bachar, ce glissement sémantique, ce glissement d'éducation, bien entendu, il est à craindre que les dangers qu'il charrie, n'est-ce pas, que cette mondialisation charrie, nous amène à de plus en plus de difficultés de faire en sorte que l'être humain en respecte son intégrité la plus absolue, c'est la spiritualité. Alors on va passer donc à Abdellah Zikri qui est avec nous à partir de Paris. Il est le président de l'Observatoire des actes islamophobes en France. Bonsoir Abdellah Zikri. Bonsoir. Alors, votre institution est une émanation en fait du Centre français du culte musulman. Il a été créé en 2011 pour recenser les actes islamophobes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, un vrai rejet du musulman en France ? Il y a un vrai rejet dans la mesure où les actes anti-musulmans sont en augmentation permanente d'année en année. Et naturellement, tout cela dans un contexte d'importation des conflits étrangers et dans un contexte où les médias en France et en Europe jouent un rôle primordial, toujours en train de montrer tout ce qui est négatif en l'islam, et on importe des conflits en France. Nous avons terminé l'année 2013 avec 226 actes anti-musulmans. Les 9 premiers mois de 2014, nous sommes à 148. Il va de soi, c'est les tags dans les mosquées, c'est les tentatives d'incendie de lieux de culte, c'est des inscriptions racistes, et puis naturellement ce double emploi par rapport à ce que, si l'on soit musulman ou pas. Alors il y a également un phénomène très grave qui s'est déroulé en France dernièrement, c'est l'agression de femmes portant le voile à visage découvert, c'est-à-dire respectant les lois de la République, qui ont été agressées, dont une femme a perdu quand même son bébé au regard d'une population hagard et qui n'a absolument rien fait pour la protéger. Donc il faut essayer de voir et de continuer à combattre. Alors j'ai interpellé Monsieur le Président de la République et le Premier ministre qui ont déclaré dernièrement que combattre l'antisémitisme, il faut en faire une cause nationale. Je leur ai demandé d'une manière solennelle de déclarer que le combat contre l'islamophobie et les actes anti-musulmans doivent également être une cause nationale. Abdellah Zikri, vous avez parlé des chiffres qu'a recensé donc en 2013 cet observatoire des actes islamophobes. Ce sont des chiffres qui se basent essentiellement sur les plaintes déposées par les victimes des actes islamophobes. Est-ce que cela suffit, selon vous, à rendre une réalité de l'islamophobie en France ? Parce que sachant que 20% des personnes, Abdellah Zikri, 20% des personnes qui en sont victimes ne portent pas plainte. Et c'est votre observatoire qui le dit d'ailleurs. Oui, je le dis dans mon rapport. Ça, il s'agit des chiffres que je donne dans tous mes rapports, dans tous mes bilans, des actes pour lesquels il y a eu des plaintes déposées, gendarmerie, commissariat et transmises au parquet. Mais la réalité est tout autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que très souvent les plaintes n'aboutissent pas. Moi-même, en tant que président de l'Observatoire, j'ai déposé 19 plaintes pour menaces de mort et c'est revenu par le parquet classé, mais on est loin de la réalité. Et en plus, je viens de demander lors d'une réunion au ministère de l'Intérieur dernièrement qu'on puisse également prendre en charge les discriminations. Les discriminations, elles ne sont pas comptées, mais à partir de janvier 2015, nous allons également les enregistrer. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté qu'il y a des discriminations dans l'administration, dans les hôpitaux, à la SNCF, dans la police même, dans la gendarmerie. Ceux qui sont musulmans sont actuellement discriminés dans les instances de l'État. Et ça, c'est inadmissible et on ne peut pas l'accepter. Et je vais vous donner... Est-ce que vous m'entendez ?
Vous Je vous m'entendez? entends. Je voulais dire que ces discriminations qui apparaissent aussi dans le secteur privé, désormais, sont difficiles, sont silencieuses et difficiles à déterminer, à identifier. Comment vous allez faire sans, si vous vous basez uniquement sur les plaintes des victimes? Est-ce que vous allez faire un travail de proximité? Alors, il y a un travail de proximité qui se fait au niveau des régions par rapport au CRCM, les conseils régionaux, par rapport naturellement à des réseaux sociaux qui nous informent. Aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, je viens d'être informé il y a une demi-heure d'un acte raciste par les pompiers d'une ville de Nîmes. Donc par conséquent, les informations remontent, mais ça va remonter au fur et à mesure. Mais également, dans le cadre de la discrimination, il y a des plaintes. Alors nous voulons avoir accès et nous avons également demandé au ministère de l'Intérieur qu'aux prochaines commissions, il serait souhaitable d'avoir un représentant du ministère de la Justice pour savoir la suite qui a été donnée à ces plaintes. Parce qu'il y a des plaintes déposées, mais on ne connaît pas du tout le nombre d'affaires résolues. Et concernant cette islamophobie, je voudrais quand même quelque chose qui me tient à cœur. Dernièrement, il y a 2 jeunes Algériens de 17 ans qui ont été agressés par la Ligue de défense juive, une ligue qui est interdite aux États-Unis, qui est interdite en Israël. 30 juifs qui ont agressé 2 Algériens qui sont retrouvés à l'hôpital. Aucune télévision, aucun journal n'a parlé de cet événement. Imaginons le contraire, que 2 juifs qui auraient été agressés par 30 jeunes musulmans, il y aurait eu la révolution en France. Alors c'est 2 poids et 2 mesures. Également, je dis ça suffit et qu'il faut en arrêter. Abdellah Zekri, il y a aussi, on a du mal à comprendre pourquoi cette liberté du ton anti-musulman s'est autant développée ces dernières années. Est-ce que les institutions musulmanes ont été suffisamment alertes pour déposer plainte, pour refuser, pour dénoncer ce discours haineux? Est-ce qu'ils ont fait ce travail, notamment en portant des actes au niveau de la justice? Ben, écoutez, on fait ce travail. Il y a 3 semaines, j'ai porté une affaire d'un ancien ministre de l'UMP, qui est actuellement député de Paris et maire du 16e arrondissement de Paris. Je l'ai traîné devant le tribunal parce qu'il a déclaré que nous, les musulmans, nous droguons les jeunes dans les mosquées pour naturellement ne pas parler de la Shoah. Donc je l'ai assigné en justice, on est passé au tribunal et je lui ai fait un petit cours d'histoire que le problème de la communauté juive, nous respectons toutes les religions, comme je viens de l'entendre sur votre plateau, mais il faudrait que les autres nous respectent. Et les juifs n'ont pas de problème avec les musulmans. S'ils ont un problème, c'est avec les Français qui les ont livrés aux nazis en 1945. Ils ne sont pas les musulmans. Est-ce que les institutions musulmanes travaillent avec l'État, en l'occurrence français, pour dénoncer et pour interpeller surtout l'État sur ces dérives xénophobes? Ben, écoutez, les autorités au niveau régional, au niveau national, j'ai tout un réseau, nous travaillons là-dessus. Et malheureusement, c'est depuis les élections de 2012 où les hommes politiques, la droite, pour ne pas citer Nicolas Sarkozy, qui en parlait d'une France décomplexée, et qui naturellement, pour pouvoir obtenir des résultats électoraux, ils ont un petit peu chassé sur la terre du Front National en disant que l'islam est incompatible avec les valeurs de la République. Et quand je vois sur Facebook, c'est le plus dangereux sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait mal au cœur, en tant que musulman, respectant les valeurs de la République, lire sur les réseaux sociaux que les musulmans, il faut les chasser hors de France, qu'il faut les exterminer, la valise ou le cercueil, ça me fait rappeler l'histoire de l'Algérie française à l'époque. Donc il y a toutes ces insultes qui sont encouragées par des hommes politiques. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas fermer les yeux. Et également, quand on voit sur les télévisions montrer en boucle ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak, le français moyen, le français lambada, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voyez, l'islam, c'est la violence, c'est le meurtre, et naturellement, ça porte atteinte un petit peu aux musulmans de France, le comportement de certains. En 2 mots, Abdellah Zekri, et ce sera ma dernière question, est-ce que la place de l'islam comme 3e religion monothéiste est désormais menacée en France et même plus globalement en Europe? L'islam est la 2e religion de France, elle n'est pas la 3e, elle est la 2e. Elle n'est pas menacée parce que les musulmans se battent, parce que des hommes, également des intellectuels, des chercheurs, des enseignants disent que l'islam est une religion de paix, et ce n'est pas parce qu'il y a une minorité
hein, qui naturellement prend la violence, qu'on doit considérer que tous les musulmans sont comme ça. Et je vous dirais qu'actuellement, toutes les autorités françaises, tous les responsables politiques s'adressent aux musulmans pour combattre le radicalisme. On dénonce le radicalisme, mais il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Syrie, en Irak, les Américains et l'Europe ont leur part de responsabilité. Et quand on dénonce Daesh, il ne faut quand même pas oublier que 99% des victimes de Daesh sont avant tout des musulmans et non pas des Européens. On s'émeut pour un journaliste américain ou pour un journaliste français, mais pour le reste, eh ben, c'est quantité négligeable. Et ça également, il faut le dénoncer. Abdellah Zekri, président de l'Observatoire des actes islamophobes en France, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. On revient donc sur le plateau. Je vous remercie également. On revient sur le plateau. Je vais vous demander une réaction par rapport à ce que vient de dire Abdellah Zekri. Il a parlé de beaucoup de choses, du silence, par exemple, des médias. Et cela peut vous interpeller, Monsieur Mestfaoui, sur le silence des médias lorsqu'il s'agit, selon Abdellah Zekri, d'agressions contre des musulmans qui passent sous silence, comme ça, des actes islamophobes qui passent sous silence dans les médias. Et ça n'est pas forcément le cas lorsque ce sont des actes qu'ils appellent antisémites. Oui, tout à fait, Siham Pacha, dans la dialectique. Il y a silence, d'une spirale de silence, comme on dit, vis-à-vis d'actes criminels commis contre des personnes qui portent en elles des signes d'identité. Effectivement, singulièrement dans le monde occidental, les populations émigrées subissent cet ostracisme, cette discrimination. Mais je crois que si nous voulons vraiment voir les choses telles qu'elles sont, et c'est difficile, mais il faut le faire, singulièrement dans une émission dans ce type d'émission de qualité, c'est de voir que, je disais dialectique, c'est qu'en même temps, cette déferlante de messages via Internet, nous avons aussi des États dits musulmans qui, via des idéologies, ont développé des officines, dont les officines de guerrieros, de macabres, assassinent, égorgent et font monter leurs vidéos sur Internet. C'est de la criminalité, ça aussi. Nous sommes obligés, voyez-vous, de voir cet ensemble de choses pour que nous puissions justement rester dans notre humanité, dans notre spiritualité. Donc on ne peut pas rester ad vitam, si je puis dire, dans cette situation de on nous agresse, on nous agresse. Les agressions, elles sont de divers ordres et je crois qu'il faut... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il faut se défendre, qu'il faut passer... Il faut se défendre de la chose la plus humaine. C'est l'éducation des sociétés du monde musulman à ce que toutes les personnes, singulièrement les plus jeunes, soient éduquées pour respecter toutes les spiritualités du monde et se dire qu'à partir du moment où l'on tue quelqu'un, où on égorge quelqu'un, on est dans la compromission d'une criminalité qui nous dépasse. Donc il y a des messages, n'est-ce pas, singulièrement des radios-télévisions, de services publics du monde musulman, pour qu'il y ait une éducation dans ce sens. Et cette éducation, objectivement, c'est d'abord de se dire on ne peut pas jouer tout le temps aux persécutés dans le monde. Les musulmans ne sont pas seulement persécutés. Il y a des pays musulmans qui sont extrêmement riches, horriblement riches, monstrueusement riches, et qui financent de la criminalité. C'est l'idéologie wahhabite et des officines qui travaillent pour ce type de succursale. Et cette source de criminalité est aussi grave finalement, à mon sens, comme sociologue. On va revenir à la place de l'islam. Monsieur Zekri m'avait corrigé, qui est la deuxième religion monothéiste en France. Un quart de la population mondiale est musulmane. Est-ce qu'aujourd'hui, et je vais vous reposer la même question que je lui ai posée à lui, est-ce que la place de l'islam est compromise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plus d'efforts pour se faire accepter? Est-ce qu'il faut lutter en même temps contre cet extrémisme et redorer, j'allais dire, le blason de l'islam? À votre avis, quelles sont les solutions aujourd'hui pour en finir avec cela? Premièrement, c'est-à-dire le constat aujourd'hui, c'est que l'islam pratiqué par les musulmans est un sujet en quelque sorte d'amalgame. Parce qu'il y a beaucoup de religiosité, beaucoup de façons d'appliquer l'islam, mais en général,
un quart peut-être de la population mondiale qui sont musulmans, en majorité sont des musulmans d'une tendance du juste, qui pratiquent un islam du juste milieu, Oui. Un islam qui ne prône pas l'extrémisme, le radicalisme, etc. Et puis Alors qu'on focalise uniquement sur, qu'on se focalise les groupes extrémistes. sur les extrémismes, etc. Et on amplifie un petit peu cette image pour dire voilà l'arbre qui cache un petit peu la forêt derrière, alors que à 99% tous les musulmans du monde sont tolérants, ils acceptent l'autre, ils appliquent un islam, c'est-à-dire qui cohabite, qui coexiste avec les autres religions avec intelligence. Et puis s'il y a, c'est-à-dire des extrêmes, il y en a partout dans toutes les religions du monde. Toutes les religions ont connu et connaissent. Et connaissent jusqu'à aujourd'hui un certain fanatisme, une certaine application radicale, c'est-à-dire des enseignements de cette religion-là. Et le problème qu'a évoqué M. Abdallah Zekri, c'est que vraiment, oui, on met en image toutes, c'est-à-dire les mauvaises applications des musulmans pour dire voilà comment qui sont ces musulmans-là. Alors on cache un petit peu en parallèle toutes les atrocités que commettent les autres adeptes des autres religions aussi, pour en finir à diaboliser en quelque sorte les musulmans à travers le monde. Ouais. Alors que les musulmans ne cherchent qu'à vivre sous le même soleil qu'on partage tous, et dire que ce malaise qui existe entre nous et l'Occident, bien sûr il date de beaucoup de siècles auparavant, justement par rapport à la colonisation qui a fait du mal à ces peuples-là. Mais malgré ce colonialisme, malgré ces atrocités subies par les musulmans, il y a une certaine intelligence depuis des décennies qui est mise en valeur, que ces musulmans-là qui ont tout subi par cette colonisation ont fini à trouver un dialogue entre eux et les anciens colonisateurs. Alors que cette intelligence-là de la part des autres n'est pas mise en place ou n'est pas, c'est-à-dire arrivée à se mettre en place dans toutes les instances, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le monde politique aussi, où on voit qu'il y a des discours politiques très extrémistes, allant même jusqu'à chasser les musulmans de Alors l'Europe. justement, que pensez, monseigneur Badaja? Bon, moi je voudrais dire deux mots de ce que j'ai retenu du discours de M. Zekri. Oui. D'abord, il a parlé de victimes d'islamophobie et d'actes islamophobes. Il n'a pas parlé de politique islamophobe en dehors des partis d'extrême droite. Donc, ça nous rassure un peu. Et il ne faut pas généraliser que toute l'Europe, que tous les gens, comme ce n'est pas tout l'islam qui est extrémiste. Et je suis d'accord avec mon confrère ici. Et deuxième chose, et pour ces actes d'islamophobie, il y a la possibilité d'aller en justice, même s'il a dit que ça n'aboutit pas toujours, mais il y a aussi la voie légale d'aller en justice. Moi, je voudrais ajouter une troisième chose à ce discours et rappeler à mes frères musulmans la responsabilité de l'islam modéré dans ce champ. Oui. Je voudrais qu'ils prennent sa responsabilité, cet islam modéré qui est la grande majorité de l'islam, et ne pas laisser le champ libre aux extrémistes de représenter l'islam. Et c'est là une grande responsabilité de l'islam, non pas de se limiter à dire ce n'est pas l'islam, c'est une fausse interprétation de l'islam, mais d'agir et de prendre sa responsabilité en disant l'islam c'est ça, ce n'est pas les extrémistes, ce n'est pas Daesh,
ce n'est pas l'État islamique, ce n'est pas les extrémistes, ce n'est pas Al-Qaïda ou l'AQMI. Et donc, c'est là une très grande responsabilité de l'islam modéré. Si jamais on réussit à distinguer entre le vrai islam et ces actes violents et extrémistes prétendant l'islam comme origine, je crois qu'on a fait un très grand bout de chemin sur la problématique. Aérer un peu l'atmosphère dans le sens que les musulmans, c'est des croyants comme moi. Bon, ils croient, ils prient autrement que moi, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'important, c'est que tous, nous aimons Dieu, nous cherchons à vivre selon les commandements de Dieu et d'aimer le prochain et de vivre en paix et en sérénité ensemble. Le problème viendrait peut-être des laïcs qui parlent d'une islamisation rampante des sociétés européennes. On le voit aujourd'hui en Allemagne, par exemple, où il y a des manifestations régulières, des partis populistes essentiellement, avec leurs partisans qui occupent les rues contre ce qu'ils dénoncent comme une islamisation rampante. De quoi ont-ils autant peur, les laïcs, aujourd'hui? Effectivement, dans la mondialisation, bien entendu, il y a de nouvelles réalités dans le monde. Ce sont les nouvelles réalités du monde, les nouveaux outils de communication, la nouvelle économie mondialisée, le néolibéralisme essentiellement, qui sont comme des fouets, n'est-ce pas, qui sont des instigateurs d'incubation, de développement de toutes les sectes. N'oublions pas que les néolibéraux sont baptistes d'abord. Que ce soit la famille Bush, Reagan, etc. Ces sectes-là qui sont à la frontière de religion, tout comme d'ailleurs le wahhabisme, ce sont ces sectes à la frontière de religion, de région et d'argent qui ont, depuis le début de la décennie 90, fait incuber un différentialisme qui est anglo-saxon d'abord. Le différentialisme, c'est de dire, tiens, c'est des communautés, et nous l'avons vu pour l'Irak. Les chiites, les sunnites, c'est qassaman, c'est diviser les peuples, les nations, des groupes sociaux, des groupes de population qui ont fécondé, qui ont fondé des nations et très très développées. C'est les diviser sous l'aiguillon d'abord de l'argent, du différentialisme. Et ce que, si j'ai bien compris votre question, Siham Bacha, effectivement, c'est que par réplique maintenant, dans le monde occidental, c'est arrivé aux communautés émigrées, c'est-à-dire les flux migratoires qui ont travaillé le monde singulièrement dans les décennies 60, 70, 80, sont arrivés dans le monde occidental et ces communautés-là en sont à quelques troisième, comment dirais-je, génération. N'est-ce pas? Ces générations-là, issues des émigrations, des flux migratoires, que ce soit en Allemagne les Turcs, en France c'est les Africains du Nord singulièrement, ces générations-là se retrouvent un peu comme de nouveaux desperados de la mondialisation. Ils ont des noms, ils ont des prénoms d'origine, de pays d'origine. Étrangères, plus ou moins, n'est-ce pas? Mais l'étrangeté, allez savoir un petit peu les confluences, les méandres de l'étrangeté se retrouvent dans des territoires étrangers, dans des territoires, bien entendu, sous gouvernance d'État de droit. Il ne faut pas qu'on l'oublie quand même, hein. Les pays de l'Europe sont sous gouvernance d'État de droit. Ça n'est pas le cas pour beaucoup de contrées dans le monde. Ces populations-là se retrouvent dans une forme d'étrangeté avec une mondialisation de la communication. Nous avons entendu tout à l'heure avec les réseaux sociaux, etc., cette démultiplication de messages de tout venant, de tout déversoir en fait, pour le meilleur et le pire, mais c'est beaucoup plus rentable, ça coûte moins cher de fabriquer le pire, c'est-à-dire les idéologies en fait, les pires idéologies. Daesh n'est plus dans la spiritualité.
c'est une officine qui est dans l'idéologie. Le wahhabisme n'est plus dans la spiritualité. C'est un ferment, c'est une fabrique d'idéologie. Et c'est ça qui fait tant peur aux Occidentaux, qu'il y ait cet islam radical qui vivrait aux côtés parce que du coup, il y a comme, comment dirais-je, une déferlante de messages, de façon d'être, qui est irrationnelle d'abord. C'est de l'irrationalité. Revenons à la raison de Saint-Augustin, par exemple. C'est de l'irrationalité la pire. Et c'est de l'irrationalité qui est mise en conjugaison avec des groupes mafieux. C'est-à-dire les mafias du monde travaillent bien entendu ces segments de l'économie, des narcotrafiquants et de la religiosité de choc. Je crois qu'il faut qu'on parle un petit peu, juste un mot, c'est pour nous faire ressouvenir de Mustafa al-Ashraf. La fin des années 70, il avait déjà émis ce concept comme une alerte. Mustafa al-Ashraf, la religiosité de choc. Cette incubation, ça a donné ce que nous avons vécu singulièrement dans la décennie 90 et qui maintenant, dans le monde occidental, chez les jeunes, devient un peu, c'est des effets de mode. Des effets de mode. On va en parler après ce sujet de Afaf Belhouchet, où le ministre des Affaires religieuses et des Waqf avait parlé à Paris lors d'un prêche la semaine dernière, prêche du vendredi, du dévoiement de notre religion à cause notamment de ces extrémistes, de ces cheikhs autoproclamés, dit-il, qui nourrissent l'extrémisme et le radicalisme religieux. Pour le ministre, il est temps de revenir à un islam du juste milieu. Voici le commentaire de Afaf Belhouchet. C'est un véritable message de résistance au fondamentalisme dans toutes ses formes qu'a adressé le ministre des Affaires religieuses et du Waqf aux fidèles venus accomplir Salat el-Jumu'ah à la Grande Mosquée de Paris, où il a assuré pour la première fois l'avant-prône. Mais au-delà de l'extrémisme, c'est l'ignorance qu'il désigne comme étant l'origine du mal que Mohamed Issa a appelé à combattre au nom de l'islam. C'est un objectif divulgué dans le cours du vendredi ainsi que le prêche, mais il sera démultiplié aussi au sein de toutes les mosquées d'Europe et de France, où nous avons des imams que nous avons détachés, formés pour la circonstance, pour renouveler une expérience qui a réussi déjà en Algérie, celle d'immuniser, celle de sécuriser intellectuellement les musulmans. Les immuniser et les sécuriser contre les courants radicaux, contre l'extrémisme et contre le fondamentalisme. Cet effort consenti par l'Algérie au profit de la communauté algérienne établie en France est conjugué aussi par la préoccupation hautement symbolique de la communauté établie en Europe et en France en particulier, via la Grande Mosquée de Paris, qui a interpellé cette expertise, cette assistance, cet accompagnement. Une prière du vendredi retransmise en direct sur Canal Algérie, marquant ainsi l'instauration d'une nouvelle tradition, celle d'une programmation mensuelle sur notre chaîne. حاجة عظيمة هكا كما الشعب الجزائري يعرف ما إخوانهم ولا كل المسلمين بصفة عامة سيرة على الإسلام في فرنسا الحمد لله. احنا كامل نديروها مقولة من باريس بس يعرفوا احنا ثاني عندنا إسلام وشادين في إسلامنا ولو فغي سونس تاع الإسلام. مبادرة جات في وقتها من القناة الجزائرية. جات في وقتها واحنا كنا نسحقها كمواطنين كشعب كدول مسلمين في دول الغرب. اليوم حضرنا صلاة الجمعة، الموضوع كان على التطرف في الدين، استفدنا بزاف ما شاء الله، خطبة كانت مليحة وهادفة خصوصا في هذا الوقت. الشيء اللي انا نشوفه فيه من هذا جميع الدول الإسلامية وما في الغرب، هذا التطرف ما يؤدي لوالو، ما عنده حتى انتماء. Malheureusement que dans l'inconscient des Occidentaux, l'islam est désormais lié au terrorisme. Tout serait parti des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, où l'islam, la peur de l'islam serait devenue palpable. Docteur Djohri, est-ce que selon vous cet argument est vrai? Et est-ce que ce dévoiement dont a parlé le ministre des Affaires religieuses et des Waqf est aujourd'hui un peu la faute des musulmans et qu'il faut nous battre, que c'est aujourd'hui le défi des musulmans du XXIe siècle de rattraper leur islam? Oui, bien sûr. Ce que nous pouvons faire, nous les musulmans, c'est-à-dire de redoubler les efforts pour essayer un petit peu de donner la vraie image
d'un islam qui peut, c'est-à-dire avoir un discours civilisationnel avec les autres. Et puis pour cacher cette face-là d'un islam extrémiste, fondamentaliste, etc. Caché ou éradiqué? Non, non, le cacher par l'effort, parce que il existe et il existera. Le niveau, c'est-à-dire des idées, on ne peut pas éradiquer l'extrémisme du jour au lendemain. Mais en donnant cette image-là, c'est-à-dire avoir cette image-là que nous prenons un islam du juste milieu et nous redoublons les efforts, qu'on peut en quelque sorte cacher cette image-là qui est amplifiée par les autres et qui est prise par les médias, voilà, qui est prise par les médias en étant l'image qui représente les musulmans du monde. Quel genre d'effort peut-on faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'abord un consensus entre les pays musulmans sur ce point-là? Parce que, il faut le dire, ce qui est extrême dans certains pays ne l'est pas dans d'autres. Comment tomber d'accord? De ce qui est de notre ministère des Affaires religieuses et des Waqf, le ministre déjà en a parlé, et puis après cette visite de la haute commission sous le gouvernorat de son éminence, Monsieur le Premier ministre Sellel, Abdelmalek Sellel, il y a eu des pourparlers, il y a eu une réflexion comment on arrivait à éradiquer ce radicalisme en mettant une collaboration entre le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'ici, et puis le ministère aussi des Affaires étrangères, parce que ça ne sorte pas de quelque chose qui se passe sur le sol algérien. Mais là, on peut intervenir sur le sol français avec, bien sûr, la collaboration avec le ministère de l'Intérieur français et le ministère de l'Enseignement supérieur aussi. Dans la formation. De la formation, essentiellement. Bien sûr. Essentiellement, surtout dans la formation des imams, et puis menant aussi un combat pour éradiquer un petit peu et détendre un petit peu cette tension-là qui existe entre notre communauté musulmane et son entourage, et de divulguer et de banaliser un discours couramment, c'est-à-dire et quotidiennement dans toutes les mosquées qu'abrite sous sa responsabilité la grande institution de la mosquée de Paris. Il y a 170 imams algériens qui sont délégués par l'État algérien et bien sûr financés même par l'État algérien qui c'est-à-dire propage la bonne parole, qui propage un islam. On peut dire que en cela, la France aujourd'hui compte sur l'influence religieuse, enfin, a opté pour l'islam algérien. Bien sûr, pourquoi? Parce que l'Algérie se doit de prendre cette mission-là, parce qu'elle a vécu un certain extrémisme pendant une décennie ou un peu plus, mais a finalement réussi à trouver son chemin pour, c'est-à-dire retrouver l'islam authentique que nos ancêtres appliquaient. Et dans cette cheminée-là, qu'il y a, Inch'Allah, une réflexion dans ce sens pour avoir une certaine collaboration, une démarche pour essayer à déradicaliser le discours religieux dans les mosquées françaises. Et puis, je dirais bien que cet extrémisme-là, quand on fait un petit constat, il existe beaucoup plus chez les néo-convertis à l'islam que parmi la communauté de nos immigrés. Et qui se rendent d'ailleurs en majorité en Syrie, en Irak, grossir les rangs. Si on fait un constat aussi sur le terrain, c'est que toutes les mosquées abritées sous la responsabilité de la grande mosquée de Paris, on y trouve moins d'extrémistes, moins de, c'est-à-dire de fanatiques, etc. Ce qui veut dire que
qu'il y en avait un certain effort fourni par nos imams, par nos instances religieuses, etc., pour y aller dans ce sens. Alors, Monseigneur Ben Ghaleb, il y a une loi en Irlande, à la demande d'ailleurs de l'Église catholique, qui punit très sévèrement, à hauteur d'une amende à hauteur de 25 000 €, tout blasphème contre toutes les religions. C'est, je vous disais, l'Église qui l'a demandé elle-même. Est-ce qu'on peut espérer que l'Église catholique fasse ce genre de demande un peu partout en Europe? Bon, l'Église peut le faire, peut demander. Ça a marché en Irlande mais ce n'est pas l'Église qui légifère, c'est les États. Donc ça me fait plaisir que ce soit l'Église à le demander, parce que je n'étais pas au courant. Et que deuxième chose, et le blasphème contre toutes les religions. Et non pas de... Et vous savez qu'aujourd'hui, les médias se permettent tout sur le compte des religions. Bon, aujourd'hui, même Dieu lui-même est caricaturisé dans les médias et représenté, je ne sais, et on n'a pas de moyens pour, sous prétexte de la liberté d'expression, et que chacun puisse s'exprimer. Aujourd'hui, selon vous, comment peut-on dépassionner la relation entre les musulmans et les chrétiens, en l'occurrence, puisque le problème se situe à ce niveau-là? Est-ce que des passerelles de dialogue sont réellement établies? Merci pour la question, en tout cas, parce que ça me permet de dire autre chose, dans le sens, tout d'abord, il ne faut pas dramatiser. Nous sommes là, en bonne compagnie. Il n'y a pas cette tension entre chrétiens et musulmans. Moi, je ne la vois pas nulle part. Je la vois nulle part. On ne se confronte pas. Vous parlez de l'Algérie ou vous parlez de... Je parle de l'Algérie, du Moyen-Orient, d'où je viens, même en Europe, en dehors des actes d'islamophobie dont nous avons parlé. Et votre question me permet de souligner les choses admirables que vivent chrétiens et musulmans, même en France. Bon, on parle d'islamophobie, surtout aujourd'hui pour le cas de la France, mais moi je connais les évêques, j'ai rencontré les évêques, je vais un peu partout en France à rencontrer les gens, et il y a des choses admirables qui se vivent entre chrétiens et musulmans, soit à Marseille, soit à Lyon, soit à Paris. Et de la part de l'Église, il y a une commission de relations avec l'islam qui cherche ensemble, chrétiens et musulmans, à convaincre leurs adeptes qu'on ait une foi différente. Ce n'est pas une raison pour se confronter ou pour un conflit. Non. Est-ce que ce travail est aussi tout le contraire, c'est un enrichissement. Moi, comme chrétien, je voudrais entendre le musulman, qu'est-ce qu'il m'apporte, qu'est-ce qu'il a d'autre. Et je voudrais que mon frère musulman aussi se dise et soit convaincu que ma présence de chrétien lui apporte quelque chose. Bon, est-ce que ce travail, Dr Djouli, est fait aussi au niveau des mosquées? Bien sûr qu'il est fait au niveau des mosquées. De la tolérance envers la tolérance, on y parle toujours de ça, parce que les enseignements de notre religion nous poussent à parler de ça. Et ne discuter pas avec les gens du livre qu'avec la manière douce. C'est parmi, en quelque sorte... Oui. S'il me permet, au niveau des mosquées, je connais des évêques, dont Monseigneur Barbaran, le cardinal de Lyon, qui va passer une journée entière à jeûner le ramadan à la mosquée avec les musulmans. Qu'est-ce que vous voulez plus? Le cardinal, l'archevêque de Lyon, se réserve une journée de ramadan pour la passer à la mosquée avec les musulmans à prier et à jeûner. Bon, je ne voudrais pas que les actes concrets ici ou là tarissent l'image de cette collaboration entre les religions et qui devrait être
la chose la plus ordinaire. On collabore ensemble, chacun. Un dernier mot, docteur Djouri. Un dernier mot. Oui, parce que nous arrivons déjà au terme de l'émission. C'est déjà qu'il y a une nouvelle politique au sein du ministère des Affaires religieuses qui va dans ce sens. C'est d'assister l'Occident pour déradicaliser les milieux des néo-convertis. En Europe. Voilà, en Europe. Et pour, c'est-à-dire sous le patronat du ministère algérien des Affaires religieuses, il y avait une réflexion dans ce sens. Il fallait trouver une démarche approuvée et acceptée par les autorités françaises. Et il a été, c'est-à-dire convenu qu'il y aura un travail dans ce sens-là qui sera sous le règne de la Grande Mosquée de Paris. Pourquoi la Grande Mosquée de Paris? Parce que c'est la mosquée Paul et elle a une symbolique historique aussi concernant l'islam de France aussi. Et puis allant dans le sens très rapidement, même à former des imams et c'est-à-dire à transformer l'Institut Al-Ghazali qui est sous le régide de la Grande Mosquée de Paris en un institut universitaire pour former des imams en collaboration entre les instances algériennes et les instances françaises. Vous en avez parlé. Voilà. Professeur Motfaoui, un dernier mot pour clore ce débat. Vous, le sociologue qui observez donc ces mouvements à la fois d'islamophobie, mais aussi de dialogue entre les religions, certainement. Qu'est-ce que vous avez à dire en dernier lieu pour terminer? Le doute méthodologique doit revenir chez le sociologue tout le temps. Vous savez, c'est le philosophe Nietzsche qui disait « il faut regarder les choses de la vie avec deux yeux. Un œil de haine, un œil d'amour. » Mais c'est vrai que l'amour triomphera toujours, n'est-ce pas? J'ai en face de moi deux personnes versées dans les deux sur trois de nos religions du livre d'Afrique du Nord. L'islam, le christianisme, les religions du livre. Et c'est dommage, on aurait pu aussi avoir un ami qui nous parle du judaïsme aussi, bien entendu, qui est ancestralement d'Afrique du Nord. Ces réalités-là, il y a une déperdition. Je crois, pour possible réouverture des synagogues dont le ministre a parlé. Oui, c'est-à-dire il a été convenu aussi, pour ne pas oublier, d'organiser des caravanes culturelles et culturelles composées d'éminents imams et savants algériens pour sillonner les mosquées de la France, des quatre coins de la France, dans un objectif de promotion d'un islam authentique aussi. Alors, juste avant de terminer, je voulais présenter votre ouvrage, professeur Belkacem Mostfaoui, Médias et liberté d'expression en Algérie. C'est aux éditions Al-Othmania, d'Al-Othmania. Il est paru il y a quelques semaines, quelques mois. Voilà, donc on présente cet ouvrage. Merci, professeur Belkacem Mostfaoui, pour vos éclairages. Monseigneur Badel Ghaleb, archevêque d'Alger, merci d'avoir été aussi c'est moi qui vous remercie parce que c'est de pareilles rencontres, de pareils échanges qui sont constructifs. Et puis, notre dernier invité, Boualem Djouri, vous êtes docteur Boualem Djouri, vous êtes collaborateur avec le ministère des Affaires étrangères, enseignant à l'université de Béjaïa, et puis vous êtes spécialiste des sciences islamiques. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle l'adresse mail de notre émission sur le fil @entv.dz. Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur cette émission. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne et bonsoir.